Le coup de marteau. Et le coup de marteau du mardi aujourd'hui avec Renaud Bochard qui est en direct des États-Unis. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, avocat, fondateur du Substack Les Chroniques Égrégoriennes et auteur de cet ouvrage Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michelon. Et puis, donc, vous êtes notre chroniqueur et vous nous permettez de mieux suivre et de mieux comprendre dans l'analyse, dans le fond, ce qui se passe réellement aux États-Unis. Et souvent, ça a une influence chez nous. Alors aujourd'hui, vous situez revenir, et ça m'intéresse tout particulièrement sur cet article du New York Times qui a avoué, admis que la CIA disposait de 12 bases sur le sol ukrainien depuis 2014. C'est vrai que c'est étonnant venu du New York Times. Alors, quel est le dessous de cette affaire? D'abord, que révèle-t-il exactement? Alors, vous avez raison, c'est un article qui, à mon avis, est très important parce qu'il indique un infléchissement du récit américain sur la guerre en Ukraine. Et l'article s'appelle «La guerre des espions, comment la CIA aide secrètement l'Ukraine à lutter contre Poutine». Le choix des mots est d'ailleurs intéressant parce que Mmh. contre Poutine et pas contre la Russie. Et il a été écrit par deux journalistes du New York Times qui s'appellent Adam Entance et Mitchell Schwirtz. C'est assez important parce que Adam Entance est coutumier du fait. En fait, il a depuis plusieurs années, il avait déjà signé un article dans le New York dans le Washington Post en 2017 sur le Russiagate, qui était déjà en fait une façon d'infléchir ou en fait de sauver John Brennan, a priori sur des révélations embarrassantes qui allaient venir sur les sources du Russiagate. Donc, cet article est, à mon avis, quelque chose de très intéressant, de très important qui va avoir des conséquences, puisque au travers d'Adam Entance et de Mitchell Schwirtz, c'est directement la CIA qui s'exprime. Vous l'avez dit, Mmh. l'article révèle la présence de 12 bases militaires, de 12 bases de la CIA euh, financées, aidées par la CIA le long de la frontière russe, qui est quand même très très étonnant. Et rien que de lire le début, par exemple, de cet article, on voit quand même qu'on est dans quelque chose qui est très scénarisé de la part de la CIA. Voilà, je vous cite la première page. Nichée dans une forêt dense, la base militaire ukrainienne semble abandonnée et détruite, mais les apparences sont trompeuses. Non loin de là, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions russes et écoutent les conversations entre les commandants russes. Le poste d'écoute dans la forêt ukrainienne fait partie d'un réseau de bases d'espionnage soutenu par la CIA, construite au cours des 8 dernières années, comprenant 12 emplacements secrets le long de la frontière russe. Euh, c'est très très étonnant de voir des révélations aussi explosives, aussi Mmh. sensibles dans un article du New York Times. Il y a des gens qui sont allés en prison pour avoir révélé des choses beaucoup moins sensibles. Et ça n'est pas tout. Voici une brève liste en fait des révélations. On y apprend que le directeur de la CIA, William Burns, a fait une visite secrète la semaine dernière en Ukraine, sa 10e depuis le début de la guerre. Euh, on y apprend, alors ça c'est assez amusant en même temps, que dans la nuit du 14 février, la Saint-Valentin, ça ne s'invente pas, Ouais. 2014, donc en plein milieu du coup d'État de Maïdan, le chef des services de renseignement ukrainiens, Valentin Nalivaychenko, a appelé les chefs de la CIA et du MI6 britannique pour leur demander de l'aide pour reconstruire son agence de fond en comble. Euh, Autre révélation qu'on trouve dans l'article, on apprend que les responsables du renseignement ukrainien ont donné la nuit même après l'accident, après le crash, la preuve que des séparatistes russes en fait avaient abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines. On y apprend aussi que le chef des services de renseignement militaire ukrainien a fourni à la CIA des informations détaillées sur des derniers modèles de sous-marins nucléaires russes en 2015. Et on y apprend même que le chef de station de la CIA à Kiev était surnommé Père Noël. Donc, alors, ce Père genre Noël parce que il arrivait toujours avec une botte bien remplie. et là, en l'occurrence, on attend 61 millions de dollars Mmh. qui sont bloqués Mmh. Oui. par le Congrès. Donc, ça s'inscrit en même temps, la publication de cet article, dans cet affrontement au Congrès
sur le déblocage du nouveau paquet d'aide de 61 milliards de dollars Mmh. à l'Ukraine, que les républicains ne veulent pas. Oui, et que Biden demande à chaque fois qu'il prend la parole. Alors, comment comprendre ce récit, vous l'avez dit, qui a l'air, enfin, d'après votre analyse, qui est directement distribué par la CIA dans ce journal du New York Times. Comment comprendre que finalement la CIA euh, donne un récit au New York Times qui pourrait donner l'impression d'aller contre la CIA, en tout cas de révéler une forme d'ingérence américaine dans l'Ukraine, alors qu'on est dans une période où on parle d'ingérence russe tous les jours. Ça pourrait nous interroger. Pourquoi? Est-ce que ce sont des contre-feux? Comment analyser tout ça? Vous avez très très bien dit, c'est un contre-feu. En fait, il peut y avoir deux explications pour ce genre d'article dans le New York Times. Soit c'est de la désinformation, soit c'est effectivement pour allumer un contre-feu, soit c'est ce qu'on appelle du pre-bunking. Donc c'est histoire de préparer le public à la révélation, à des révélations très embarrassantes pour le gouvernement américain et pour la CIA. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que d'ailleurs, il y a bien aussi une foule de détails très très intéressants, parce qu'en fait, les révélations concernent en fait principalement la période durant laquelle John Brennan qui avait été nommé par Obama à la tête de la CIA, était le directeur de la CIA. Et en fait, il y a une certaine derrière cet article, on pourrait aussi l'appeler Saving Private Brennan, parce que quelque part c'est une façon de se prémunir contre des révélations qui vont venir sur cette période. De la part de qui? De la part du partenaire ukrainien, de l'allié ukrainien. Et c'est assez intéressant parce que dans l'article, on voit en même temps, de la part des journalistes, une tendance en fait à présenter la CIA comme des gens civilisés aux États-Unis qui en fait auraient tenté de limiter les ardeurs brutales de l'allié ukrainien. Mmh. Mmh. Euh, Intéressant. Chose intéressante, et donc notamment en fait en disant que les termes du partenariat impliquaient de ne pas mener d'opérations létales envers des Russes. Or, dans l'article, il y a toute une série en fait d'assassinats, notamment de séparatistes russes, dans lequel les journalistes présentent la colère de John Brennan contre les services de renseignement ukrainiens pour avoir été en fait des vrais bourreaux. Mais le chose encore plus intéressante, ça vient alors que le chef des services de renseignement du ministère de la Défense euh, ukrainien, Boudanov, vient de Oui, faire une conférence de presse tout à fait étonnante oui. aussi. Dans cette conférence de presse, Boudanov dit tout Et qu'il y a simplement, peut-être un petit goût de vengeance, hein, Boudanov, on va en parler, mais non, mmh, c'est ce qui se passe. mmh. Boudanov dit bon, euh, Poutine n'a pas assassiné Navalny. Oui, Il est mort d'un caillot de sang. Bon. Euh, dans l'interview, Boudanov dit aussi les fameux missiles ukrainiens qui, paraît-il, en fait, seraient l'arme fatale, l'arme surprise des Russes, ne sont même pas arrivés. Il avoue que des missiles nord-coréens sont utilisés par les Russes, mais que dans l'arsenal russe, ce serait assez négligeable, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que on est en train de voir que autour précisément du fait que ce déblocage du nouveau paquet d'aide ne vient pas, nous avons des tensions qui sont en train de monter entre les Américains et l'allié ukrainien. mmh. Et Alors juste pour les, précision, Boudanov, c'est en tout cas, c'est l'ancien directeur du renseignement militaire ukrainien, c'est ça, hein? Ou il est le chef des services de renseignement du ministère de la Défense. mmh. Euh, C'était un ancien chef de commando, en fait, qui travaille dans les services de renseignement militaire. Mais il est actuellement ah non, pardon, il est le futur chef du renseignement du ministère de la Défense. Mmh. Il est Mmh. voilà. Euh, Ouais, ouais. euh, Oui, en tout cas, on voit, ce qui est vraiment très intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que, il y a clairement un changement de ton,
et de narratif, pour reprendre cette expression, sur ce qui se passe sur la scène ukrainienne. Et comme si ici, la CIA, à travers le New York Times, changeait son discours pour débarquer en fait certains, que ce soit, je sais pas, l'allié ukrainien ou même le Joe Biden, pourquoi pas, et le gouvernement Biden. C'est ça, en fait, il y a une séparation pour mieux sauver le navire CIA. On préfère s'aborder les autres alliés. Il y a plusieurs choses en fait. Bon, d'abord le changement sur l'inflexion du récit est quand même assez spectaculaire Oui. parce que des gens comme John Mearsheimer, par exemple, qui au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, disait qu'en fait la responsabilité était principalement celle des Occidentaux pour avoir mené exactement ce genre d'opération, pour avoir en fait mis de l'huile sur le feu. Et donc, ces gens-là étaient accusés en fait d'être des agents russes en fait Mmh. quasiment. Mmh. Alors maintenant, la CIA ne dit pas, ne justifie pas en fait l'invasion, mais en avouant quand même qu'il y avait un partenariat aussi ténu Mmh. entre la CIA, qui était supposée ne pas exister. Hein, Oui, oui. le récit des États-Unis et de la CIA, c'était cette invasion s'est produite comme un coup de tonnerre dans un ciel, un Oui, tout ciel à sans fait. nuit. Et Euh, et la population mécontente et cetera, toute seule. Enfin voilà, la CIA n'y est pour rien, bien sûr. donc, là, vis-à-vis du nous, le public Mmh. américain, ce qui nous est demandé, c'est oui, il va y avoir des révélations très très Mmh. embarrassantes sur ce que nous faisions en Ukraine. Mais alors c'est Euh, quoi, mais, ce serait quoi ces révélations qui vont arriver? oh ben, ces révélations, ça va être, en fait, pour reprendre un précédent historique, c'est exactement de la même façon que la guerre du Vietnam s'est déclenchée. La guerre du Vietnam, pendant des années, vous aviez une présence massive de la CIA et de conseillers américains, entre guillemets. Mmh. Euh, et puis, tout d'un coup, au bout de quelques années, vous avez dit, ah bah oui, bah, finalement, nous sommes en guerre. Mmh. Et l'idée était de ne surtout pas faire Brusquer. apparaître les Mmh. Américains Mmh. comme étant au premier plan, Déclencheur, oui. comme étant le déclencheur. Donc là, c'est un peu différent parce que je pense que ça prépare une inflexion sur le fait que à Washington, nous sommes dans une saison où en fait c'est une année électorale. Mmh. Le paquet d'aide ne parvient pas à passer, donc il faut préparer les Ukrainiens à la mauvaise surprise Mmh. que l'aide ne viendra pas. Mmh. Et nécessairement, ça suscite des tensions. Donc, c'est une Mmh. préparation en fait, d'un retrait, ce qui d'ailleurs est corroboré par le fait que des faucons néoconservateurs comme Lindsey Graham ou comme Tom Cotton n'ont pas signé, n'ont pas voté en faveur du paquet d'aide Mmh. lorsque celui-ci a Ouais. été Lindsey effectivement signé. Graham, je le rappelle, c'est le sénateur qui avait dit, «Nous nous battrons jusqu'au dernier Ukrainien». Exactement, Mmh. c'est lui. Donc, on voit très très bien un infléchissement. En fait, ce qui se passe, c'est que à Washington, la grande règle, c'est de se couvrir. On voit très très bien que cette affaire ukrainienne est en train de très très mal partir. Mmh. Euh, on voit que c'est une guerre qui a causé 500 000 victimes côté ukrainien. C'est une guerre qui nous place dans une escalade vers un possible affrontement nucléaire, thermonucléaire avec la Russie. Nous sommes dans une année électorale dans laquelle la poursuite de la guerre en Ukraine ne produit pas de dividendes électoraux. Mmh. Donc, le Parti démocrate Le retrait. Mmh. a besoin d'un retrait. Et Mmh. c'est au travers de cet article dans le New York Times que ce retrait est Ah annoncé. ouais, c'est très, très intéressant et très important en effet de prendre le temps d'analyser cet article. Merci beaucoup, Renaud Bochard. Donc on comprend, hein, un article qui s'adresse, à plusieurs qui a plusieurs messages, qui délivre plusieurs messages en fonction de la grille de lecture. Merci beaucoup pour cette analyse. Puisque vous parliez de la campagne, rapidement, revenons sur la campagne, de Donald Trump, d'abord et puis pourquoi pas de l'autre côté de Kamala Harris. Alors, peut-être c'est amusant que vous mentionniez Kamala Harris comme. Euh, donc, Trump a remporté 8 primaires d'affilée, ce qui est sans précédent, avec d'ailleurs des écarts qui grandissent dans les dernières primaires.
celle du Michigan, celle de l'Idaho notamment. Donc, on voit, c'est en fait rarement, en tout cas de mémoire récente, on a vu un candidat aussi en avance dans les primaires. Chose amusante quand même, la seule primaire que Nikki Haley a remportée, c'est celle de Washington, D.C. Ah oui. Je pense que c'est très symbolique. Oui. Washington, D.C., qui est le territoire en fait le plus bleu, le plus démocrate Mmh. des États-Unis. Donc, c'est assez intéressant à souligner. Je ne suis pas sûr en fait que ce soit vraiment à son avantage même d'avoir remporté symboliquement cette Oui. primaire de Washington, D.C. Oui, ça pose des questions sur son positionnement. Mais donc vous considérez finalement que la campagne est jouée d'avance pour Donald Trump ou pas forcément? Oh, il n'aura pas le nombre de les 1215 délégués, mais il a déjà 244 délégués en fait. Il n'aura pas les 1215 délégués à l'issue de Super Tuesday, mais il en sera très très proche. Donc de toute façon, si nous nous trouvions dans des temps normaux, Mmh. mais nous ne le sommes pas, Mmh. euh, ce serait une affaire entendue. Trump est non seulement le candidat républicain, mais en même temps quasiment assuré d'être élu en novembre. Maintenant, j'ai toujours du mal à penser que Trump sera investi en janvier prochain, puisque nous ne vivons pas dans des temps normaux. On ne Mmh. peut pas présenter le fait que Donald Trump soit la pire calamité qui soit arrivée dans l'histoire des États-Unis, et en même temps de présenter un second mandat de Trump comme étant bien pire encore que le premier, et laisser son petit bonhomme de chemin se poursuivre. Donc, vous avez un certain nombre de défis juridiques qui sont posés, qui s'effondrent les uns après les autres. On verra ce qui va se passer dans les différentes affaires, notamment l'affaire de Georgie, mais aussi l'affaire fédérale sur l'interférence dans les élections. Euh, la Cour suprême doit se prononcer d'ailleurs sur l'immunité de Trump dans l'affaire Mmh. fédérale sur l'interférence dans les élections. Euh, on va voir. Moi, mais même si aucun recours ne parvient en fait à invalider Trump Oui. avant novembre, j'ai peur qu'on puisse voir mais les pires scénarios, Mmh. c'est-à-dire voir un Trump qui soit délogé de l'investiture républicaine euh, sur quelque chose de technique. J'ai peur qu'on voit un Trump euh, euh, délogé entre l'élection, s'il est élu, et l'investiture, et que nous ne voyons se reproduire en pire ce qui s'est passé pendant le premier mandat de Trump, c'est-à-dire une guerre à outrance contre l'occupant de la Maison-Blanche, si c'est Trump en janvier prochain. Mmh. Là-dessus, je pense qu'il y a une chose, un point important en même temps. euh, Quelle serait l'alternative? Je vois pas comment on pourrait placer Nikki Haley, qui est complètement devancée dans les primaires, qui n'a aucune légitimité vis-à-vis de l'électorat américain. Si jamais une manœuvre parvenait en fait à déloger Trump, je pense que ça profiterait à Robert F. Kennedy Ah oui, Jr., c'est ça. Mmh. qui est déjà un très fort candidat, qui est beaucoup plus subversif Mmh. d'ailleurs Oui. vis-à-vis de l'establishment Et oui. que Trump. Mais Euh, pour le coup, on peut craindre, enfin, on en reparlera peut-être, sur une autre chronique, mais on peut craindre également pour lui d'ailleurs qu'il arrive des choses, voire pour sa vie, non? Vous ne pensez pas? alors, la première chose qu'on peut craindre pour lui, c'est d'abord qu'il ne soit pas sur le scrutin. Mmh. Oui. Parce que il est pour l'instant uniquement sur le scrutin à Hawaï et dans l'Utah. Il est en bonne position pour être sur le scrutin dans d'autres États, mais ça va quand même lui coûter 20 millions de dollars, cette affaire. Mmh. Euh, Donc, il poursuit son petit bonhomme de chemin, il monte dans les sondages, fait une bonne campagne. Oui. Il a, semble-t-il, pas mal récupéré en fait après ses atermoiements en fait après le 7 octobre qui lui ont aliéné un certain nombre de soutiens. Euh, donc, dans le contexte actuel de ces temps, encore une fois, qui ne sont pas des temps normaux, Oui. euh, je pense que tout est possible. Et
Et les messages de la campagne de Kennedy sont assez intéressants parce que, contrairement à ce qui se passe partout en Europe, Kennedy est d'abord un candidat, c'est un candidat contre le régime Covid. Mmh. Euh, Tout à fait. c'est vraiment son thème de campagne principal. Et en fait, il Kennedy déroule la bobine. À partir de cette ficelle-là, il déroule et tout est lié évidemment et est au il cœur de dénonce un ça. système global, ouais. Oui, mais c'est le cœur de Mmh, de sa mmh, campagne. En fait, mmh. ce qui est intéressant, c'est que Robert F. Kennedy Jr. présente le Covid comme vraiment l'élément, comme le symptôme et en même temps le révélateur de quelque chose d'extrêmement profond, Mmh. qui inclut effectivement la guerre perpétuelle, Mmh. euh, qui inclut la fusion en fait entre les hautes bureaucraties de Wall Street et des grandes entreprises et les administrations fédérales, y compris d'ailleurs avec les agences de renseignement, qui inclut en fait la fusion entre les agences de renseignement et les médias. Je rappellerai que Brennan, que j'ai cité Mmh. La avant, CIA, ouais. est contributeur de NBC. Je rappelle que Michael Hayden, qui a été un ancien responsable du renseignement sous Obama, et marge à CNN. Ce sont des choses qui sont dénoncées par Robert F. Kennedy Jr., qui en font un candidat très, très intéressant. Et vos propos également sont très, très intéressants. Un dernier mot peut-être sur Kamala Harris? Ah oui, En une oui, minute? alors Ouais. euh, bon, on a parlé de la sénilité de Biden il y a 15 jours, Oui. donc ça commence en fait à produire des effets, en fait, Mmh. cette conférence de presse de Biden, à tel point qu'on commence à voir, notamment dans Real Clear Politics, des sondages qui font apparaître une alternative avec Kamala Harris comme candidate du Parti démocrate. Je rappellerai encore une fois qu'il y a plusieurs, en fait, dans l'alternative à Biden. Mmh. Euh, une des principales, c'est le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, mais le problème de Gavin Newsom, c'est que c'est un homme blanc. Oui, C'est c'est euh, problématique, oui. homme blanc était mâle blanc Mmh. hétérosexuel, donc faire passer un mâle blanc hétérosexuel devant Kamala Harris, Mmh. euh, c'est assez difficile dans la rhétorique du Parti démocrate. Donc, elle devient, en fait, redevient de nouveau l'alternative la plus plausible à Joe Biden. Oui À et voir. ça voudrait dire quoi, si c'était Kamala Harris? Est-ce que ça voudrait dire que, bon, est-ce qu'elle serait seule ou est-ce qu'elle serait, derrière, fortement conseillée par, on va dire un État profond qui lui ne changerait pas? Oh, de toute façon, ce sera la même chose. Mmh. Elle sera un porte-voix d'un complexe. Oui. Là-dessus, elle sera peut-être un peu plus euh, 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 capable de s'exprimer en public Oui, un peu oui. que Biden, mais bon, on lui connaît quand même un certain nombre de gaffes qui font elle avait été totalement hypothéquée d'ailleurs. Mmh. Ouais. Un pantin un peu mieux articulé, pour le dire, Voilà. méchamment. Merci beaucoup, Renaud Bochard, pour votre analyse, vraiment très, très intéressante. Merci encore et je rappelle que vous êtes fondateur de ce Substack à suivre, hein, Les Chroniques égrégoriennes et puis de cet ouvrage, Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michelon. Merci encore et à dans 2 semaines pour continuer de ce qui se passe aux États-Unis.